C'était un samedi de novembre, le jour des 40 ans de ma fille. Elle avait loué une grande salle dans un restaurant du centre-ville, fait imprimer des cartons d'invitation avec son prénom en lettres dorées, commandé un photographe professionnel et un buffet à 60 couverts. J'avais aidé à dresser les tables la veille avec elle, collé des guirlandes lumineuses le long des fenêtres, rangé les verres en cristal un par un. J'étais arrivée la première ce soir-là, 1 heure avant les invités, avec ma robe marine que je gardais pour les grandes occasions. Quand Isabelle est entrée, tout a changé. Ma fille s'est précipitée vers elle comme si elle n'avait pas vu sa belle-mère depuis des années, alors qu'elles se voyaient chaque semaine. Les 2 femmes se sont embrassées longuement. Mon gendre Thomas prenait des photos. Les amis du couple applaudissaient. Puis ma fille a pris Isabelle par le bras, l'a conduite jusqu'à la table centrale, la table d'honneur, celle avec les bouquets de roses blanches et les bougies allumées, et lui a tendu une enveloppe bordeaux avec un ruban doré. À l'intérieur, j'apprendrai plus tard, un séjour de 2 nuits, dans un spa des Alpes, 280 € la nuit, chambre vue montagne, massage compris. Et un collier en argent avec un petit pendentif en forme de cœur. On m'avait placée à la table du côté de la fenêtre, celle qu'on réserve aux relations lointaines, aux collègues de bureau qu'on n'ose pas mettre trop près, mais qu'on ne peut pas ne pas inviter. Je me suis assise entre une voisine de palier que je ne connaissais pas et un cousin éloigné que je n'avais pas vu depuis 20 ans. En face de moi, une chaise vide tout le repas. Vers la fin du dîner, ma fille a pris le micro pour un discours. Elle a remercié Thomas, ses amis, ses collègues. Elle a cité Isabelle nommément, a dit que sa belle-mère lui avait appris l'élégance et la confiance. Puis, presque en passant, elle a tourné les yeux vers moi et dit juste « Merci maman, t'es là depuis le début. » Sourire rapide, micro baissé. Elle m'avait offert une boîte de chocolat merci achetée à la supérette du coin. Je le savais parce que le prix était encore collé sous l'emballage. 8,50 €. Je m'appelle Hélène. J'ai 67 ans. J'ai passé 38 ans de ma vie dans une école primaire de Rouen à apprendre à lire à des enfants qui, pour certains, ne parlaient pas français à la maison. J'ai élevé ma fille seule après le départ de son père quand elle avait 7 ans, puis seule à nouveau après la mort de mon mari Pierre il y a 9 ans. J'ai tout fait avec mes économies d'institutrice, mes fins de mois serrées, mes étés sans vacances. Je n'ai jamais demandé de médaille. Mais je n'avais pas non plus imaginé finir assise à la table des inconnus le soir des 40 ans de ma propre fille. Je suis rentrée avant le dessert. J'ai dit que j'étais fatiguée. Ce n'était pas tout à fait faux. Dans le taxi, j'ai regardé défiler les rues de Rouen sous la pluie de novembre. Les illuminations de Noël commençaient à apparaître dans les vitrines. J'ai gardé la boîte de chocolat sur mes genoux, fermée, sans l'ouvrir. Ce n'était pas le cadeau qui me blessait. C'était la précision du geste. Quelqu'un avait calculé, avait choisi, avait décidé, pas par oubli, par indifférence. Et l'indifférence, contrairement à la cruauté, ne se répare pas avec des excuses. Chez moi, j'ai posé la boîte sur la table de la cuisine. J'ai fait chauffer un peu de lait, me suis assise sous la lampe du salon, et j'ai regardé le mur en face de moi sans rien faire pendant 1 heure. Ce n'est pas que je cherchais quoi penser, c'est que je pensais à tout en même temps. Aux courses de l'appartement que j'avais réglé sans un mot il y a 6 ans, aux travaux de la salle de bain que j'avais financée parce que ma fille avait dit qu'elle n'avait pas les moyens, aux clés que j'avais remises à Thomas un lundi matin avec juste une phrase « Prenez-en soin ». Avant de vous expliquer la suite, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous regardez nos histoires depuis un moment, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Ces petits messages nous touchent plus que vous ne l'imaginez. Ce soir-là n'était pas une surprise. C'était la confirmation de quelque chose que j'avais refusé de voir depuis des années. Depuis qu'Isabelle était entrée dans la vie de ma fille, j'avais observé le glissement. Les déjeuners annulés au dernier moment, les Noëls partagés qui, peu à peu, penchaient toujours du côté de la belle famille. Les conseils que ma fille demandait à Isabelle pour le choix d'un gynécologue, pour la décoration de l'appartement, pour l'organisation des vacances et plus à moi. Je m'étais dit que c'était normal, que les belles-mères et les brus se rapprochaient parfois, que ma fille était heureuse, que l'essentiel était là. Mais ce soir avait effacé cette explication. Il ne s'agissait pas d'un rapprochement, il s'agissait d'un remplacement. Et ma fille l'avait rendu officiel devant 60 personnes, avec un micro, une lumière et un sourire sincère. Le lendemain matin, je me suis levée à l'heure habituelle. 6h45, café fort, pain de la veille, journal que je lis en entier, même les pages que je ne cherchais pas. J'ai ouvert mes volets sur la cour intérieure. Il pleuvait encore. J'ai pensé à la retraite, aux promenades que je faisais maintenant seule,
aux livres que je lisais sans en parler à personne, à la façon dont les semaines se ressemblent quand on n'attend plus rien de particulier. Puis j'ai pensé à l'appartement. Ma fille et Thomas habitaient depuis 6 ans rue des Acacias, dans le quartier Gramont, à 10 minutes à pied du centre. Un 3 pièces au 2e étage d'un immeuble en pierre que j'avais acheté avec Pierre il y a presque 25 ans. Au moment de notre mariage, on avait mis 10 ans à le rembourser. Quand Pierre est mort, l'appartement m'était revenu entièrement, en pleine propriété, sans dette. Quand ma fille et Thomas s'étaient installés ensemble, elle m'avait demandé s'ils pouvaient y habiter le temps de stabiliser leur situation. Thomas finissait son contrat à durée déterminée, ma fille venait de changer d'employeur. J'avais dit oui sans réfléchir. Je n'avais signé aucun bail. Je n'avais jamais demandé de loyer. Ils avaient pris les clés, changé les rideaux, posé des plantes sur le balcon et, peu à peu, avaient cessé d'y faire référence comme à un arrangement provisoire. 6 ans plus tard, ils y vivaient toujours. Thomas était cadre dans une banque régionale. Ma fille était responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques. Ensemble, ils gagnaient bien. Ils partaient en vacances 2 fois par an. Thomas avait changé de voiture. Ma fille avait refait le salon. Mais il n'avait jamais proposé de régler un loyer. Et moi, par amour, je n'avais jamais demandé. J'ai posé ma tasse de café sur l'évier, suis allée dans ma chambre et j'ai sorti le classeur vert que je garde dans le bas de l'armoire, derrière les couvertures d'hiver. Dedans, tous les documents de l'appartement. L'acte de propriété établi au nom de Pierre et Hélène Maréchal. Le certificat de décès de Pierre. L'attestation de transfert de propriété à mon nom seul. La taxe foncière, que je payais chaque année depuis 9 ans. Il n'y avait aucun bail signé, aucune convention d'occupation, aucun contrat. Ils habitaient chez moi, depuis 6 ans, gratuitement. Et hier soir, ma fille avait placé sa belle-mère à la table d'honneur et moi, à côté de la fenêtre. Je n'ai pas pleuré. J'ai refermé le classeur soigneusement, l'ai remis à sa place et suis retournée dans la cuisine finir mon café. Dans les jours qui ont suivi, ma fille m'a envoyé 2 messages. Le premier le lendemain. « Maman, tu es partie tôt hier soir, tu vas bien ?» J'ai répondu « Oui, j'étais fatiguée. » Le second 3 jours plus tard, « On pourrait déjeuner dimanche ?» J'ai répondu « Cette semaine, ce n'est pas possible. » Elle n'a pas relancé. De son côté, Thomas m'a adressé un message bref. « Merci d'être venu samedi. » Ça comptait beaucoup pour Claire. J'ai relu 3 fois cette phrase. Ça comptait beaucoup pour Claire. Pas. Tu nous as manqué quand tu es parti. Pas. On espère que tu allais bien. Juste. Ta présence servait à quelque chose pour elle. Comme un décor utile. J'ai gardé mon rythme. Je faisais mes courses le mardi et le vendredi. Je lisais le soir. Je retrouvais Monique, mon amie depuis le lycée, le jeudi au marché couvert. Je ne parlais de rien à personne. Ce n'était pas le moment. Un mercredi matin, je suis allée à pied jusqu'à une agence immobilière de la rue Jeanne d'Arc. Une agence sérieuse, ancienne, avec une vitrine bien rangée et un nom que je connaissais depuis des années. J'ai demandé à parler à quelqu'un pour une évaluation. On m'a reçu dans un bureau calme au fond du couloir. Un homme d'une 50aine d'années, chemise bleue, lunettes rondes, a pris les informations sans me regarder comme si j'étais venue pour m'excuser de quelque chose. Il a posé des questions précises. Surface, étage, année de construction, dernier diagnostic énergétique. J'avais apporté les documents. Il a noté, a sorti un dossier de référence. Puis il a posé son stylo et m'a dit « Dans ce quartier, ce type de bien part actuellement entre 260 et 280 000 euros. Avec les travaux récents que vous mentionnez, plutôt vers le haut de la fourchette. » J'ai reposé mes mains sur mes genoux. 270 000 euros environ, pour un appartement que ma fille occupait sans rien payer depuis 6 ans. En 6 ans, au prix du marché locatif de Rouen, environ 900 euros par mois pour un 3 pièces, dans ce quartier, ils auraient dû régler 64 000 euros de loyer. 64 000 euros que j'avais offerts sans le dire, sans y penser, par amour. En sortant de l'agence, j'ai marché lentement jusqu'au bord de Seine. Il faisait froid, le ciel était blanc. Des mouettes longeaient le fleuve en silence. Je me suis arrêtée contre le parapet et j'ai regardé l'eau un long moment. Je n'étais pas en colère. J'étais dans cet état particulier qui ressemble au calme, mais qui est en réalité de la clarté. Quand on voit les choses telles qu'elles sont, sans les habiller de ce qu'on aurait voulu qu'elles soient. Le vendredi, je suis allée voir Maître Fontaine, un notaire que je connaissais depuis la succession de Pierre. Un homme droit, discret, qui ne parlait jamais plus que nécessaire. Il m'a reçu entre 2 rendez-vous, debout derrière son bureau, et a attendu que je parle. Je lui ai expliqué la situation. L'appartement à mon nom. L'occupation s'emballe depuis 6 ans.
Aucune convention écrite. Aucun loyer versé. Il a posé 2 ou 3 questions courtes. Puis il a dit « Vous pouvez récupérer votre bien. C'est votre propriété. » L'absence de bail écrit complique les choses pour eux, pas pour vous. Vous pouvez notifier un congé pour reprise personnelle ou pour vente. Dans les 2 cas, le délai légal est de 6 mois. J'ai demandé « Est-ce qu'il pourrait contester ?» Il a répondu « Il pourrait essayer. » Mais sans bail, sans preuve de versement régulier, sans rien de signé. Ils n'ont aucun fondement. Vous êtes propriétaire. Ils sont occupants sans titre. J'ai dit « Je voudrais d'abord juste sécuriser les documents, être certaine que rien ne peut être fait en mon nom sans que je le sache. » Il a hoché la tête et a demandé à son assistante d'établir les copies certifiées. 20 minutes plus tard, je repartais avec une chemise cartonnée bordeaux dans mon sac. À l'intérieur, tout ce qui me permettait de reprendre ce qui m'appartenait quand je le déciderais. Le week-end suivant, ma fille est venue sonner à ma porte un dimanche matin sans prévenir. Je venais de finir mon petit déjeuner. J'ai ouvert. Elle était habillée simplement, sans maquillage, les cheveux attachés. Elle avait l'air de quelqu'un qui a mal dormi. Elle est entrée, s'est assise à la table de la cuisine, a regardé autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose à dire. J'ai posé un verre d'eau devant elle et me suis assise en face. Elle a commencé par « Maman, je sentais que tu n'étais pas bien l'autre soir. » J'ai dit « J'étais fatiguée. » Elle a insisté doucement « Non, c'était pas que ça. Tu es partie avant le dessert. » J'ai gardé le silence. Elle a continué « Si c'est à cause d'Isabelle, tu sais comment c'est ? » Thomas tenait à ce qu'elle soit bien reçue et elle a fait un long trajet pour venir. J'ai levé les yeux vers elle. Je n'ai rien dit. Elle a baissé la tête un instant, puis j'aurais être dû mieux organiser les places. Mais tu sais, toi tu es ma mère, je n'ai pas besoin de te le montrer devant les autres. J'ai répondu calmement, c'est exactement ça le problème. Elle a froncé les sourcils. Elle ne comprenait pas tout à fait. Ou elle ne voulait pas comprendre. J'ai changé de sujet et lui ai demandé si elle voulait du café. Elle a dit non, qu'elle devait rentrer. Elle est repartie avec l'air de quelqu'un qui a cru régler quelque chose mais qui n'est pas sûr de savoir ce que c'était. La semaine d'après, j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller à la caisse d'épargne, un jeune homme sérieux qui s'occupait de mes placements depuis ma retraite. Je lui ai demandé un point complet sur mes finances. L'assurance vie, le livret A, la valeur estimée du bien immobilier, les options disponibles si je décidais de vendre ou de mettre en location officielle. Il a tout étalé sur le bureau. Il m'a expliqué chaque ligne avec patience. Quand il a mentionné la valeur potentielle de l'appartement, j'ai vu dans son regard une surprise discrète. « Vous n'avez pas de revenu locatif dessus ?» J'ai dit non. Il a rouvert la bouche, puis l'a refermée, et s'est contenté de noter quelque chose. En sortant, je me suis arrêtée devant la vitrine d'une librairie. Un livre sur les droits des propriétaires bailleurs était exposé en devanture, presque par hasard. Je l'ai acheté. Je l'ai lu ce soir-là presque entièrement, avec un crayon dans la main pour entourer les passages importants. Ce que j'avais lu chez le notaire se confirmait page après page. Sans bail écrit, sans convention d'occupation, la situation était précaire pour eux et simple pour moi. Je n'avais aucune obligation légale envers des occupants qui n'avaient jamais signé quoi que ce soit, jamais versé un centime, jamais formalisé leur présence d'aucune façon. 3 semaines après la fête des 40 ans, ma fille m'a envoyé un message différent des précédents. Moins léger. Maman, Thomas, a reçu quelque chose d'un cabinet de notaire. C'est à propos de l'appartement. Tu peux nous expliquer ? J'avais demandé à Maître Fontaine d'envoyer une lettre d'information officielle, pas encore un congé formel, juste une notification précisant que le bien 6 rue des Acacias était la propriété exclusive de Madame Hélène Maréchal et que toute utilisation du bien était soumise à son accord express et révocable. J'ai répondu au message de ma fille. « Oui, c'est de ma part. On en parlera quand tu veux. » 2 heures plus tard, ma fille appelait. Sa voix était différente. Tendue, plus aiguë. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire révocable ? Tu veux qu'on parte ?» J'ai répondu calmement. « Ça veut dire que c'est chez moi. C'est tout ce que ça veut dire. » Elle a soufflé dans le téléphone. « Mais on est là depuis 6 ans. » J'ai dit « Je sais. » Le silence qui a suivi était long. Puis elle a dit « On peut se voir ?» J'ai dit « Bien sûr. » Elle est venue le lendemain soir avec Thomas. Ils se sont assis côte à côte sur le canapé du salon. Moi, en face, dans mon fauteuil. Thomas avait mis une chemise. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu habillé comme pour un rendez-vous important. Il a pris la parole le premier.
Hélène, on voulait vous dire que si on a mal compris la situation, on s'en excuse. On a toujours cru que vous étiez d'accord pour qu'on reste. J'ai dit, j'étais d'accord, oui. Jusqu'à présent. Ma fille est intervenue. Qu'est-ce qui a changé? J'ai regardé ma fille en face. Ses yeux, ses mains croisées sur ses genoux. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais mise en dernier, sans le décider vraiment, juste par habitude. J'ai pensé à la table du côté de la fenêtre, au micro, aux roses blanches, au collier en argent. J'ai dit, ma place a changé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Thomas a repris plus doucement. On peut trouver une solution. Un loyer, si c'est ce que vous voulez. On n'a jamais proposé parce que vous n'avez rien demandé. J'ai répondu, je sais que vous n'avez jamais proposé. Long silence. Ma fille a essayé autrement. Maman, si c'est à cause de la soirée, je t'ai dit que j'aurais dû mieux faire les choses. Je le reconnais. J'ai dit, ce n'est pas à cause d'une soirée. Alors c'est à cause de quoi? J'ai pris une respiration et j'ai dit simplement, c'est à cause des 6 dernières années. Personne n'a répondu. Ils sont restés encore un moment, ont cherché d'autres mots, n'en ont pas trouvé. Avant de partir, Thomas a demandé ce qu'il devait faire maintenant. J'ai dit, attendez la lettre de mon notaire. Tout sera écrit clairement dedans. Ils sont sortis. J'ai fermé la porte doucement, puis je suis allée dans la cuisine, me suis préparé une tisane de verveine et me suis assise à la fenêtre dans le noir, les mains autour de la tasse chaude. Je ne me vengeais pas. Je récupérais ce qui m'appartenait. Il y a une différence. La vengeance cherche à faire mal à l'autre. Ce que je faisais cherchait à ne plus me faire mal à moi. La semaine suivante, j'ai donné une procuration à Maître Fontaine pour gérer l'ensemble du dossier. Nous avions discuté des options. Je n'avais pas décidé de vendre immédiatement. J'avais simplement décidé de récupérer le contrôle. Si ma fille et Thomas voulaient rester, ils pouvaient signer un bail officiel avec un loyer au prix du marché. S'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas, ils avaient 6 mois pour trouver autre chose. Maître Fontaine a envoyé la lettre recommandée un jeudi matin. J'étais au marché avec Monique quand ma fille a appelé pour la première fois. J'ai vu son nom sur l'écran, j'ai rangé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à choisir des pommes. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu 7 appels manqués. 2 de ma fille, 3 de Thomas, un d'un numéro que je ne connaissais pas, sans doute leur avocat ou quelqu'un de la famille de Thomas et un d'Isabelle. J'ai rappelé personne. Le dimanche, ma fille s'est présentée à ma porte sans prévenir. Je lui ai ouvert. Elle avait les yeux rouges. Elle a dit qu'elle n'avait pas dormi depuis 3 jours, qu'ils ne savaient pas quoi faire, qu'ils avaient regardé des appartements dans le quartier mais que les loyers étaient trop élevés pour ce qu'ils cherchaient, qu'elle était enceinte. J'ai respiré lentement. Enceinte de 2 mois, a-t-elle ajouté. On ne voulait pas le dire avant 3 mois, mais là, je me suis assise. Elle aussi. Maman, ne fais pas ça maintenant. J'ai répondu doucement. Je ne fais rien contre toi. Je protège ce qui m'appartient. Ce sont 2 choses différentes. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi, que je n'avais jamais rien demandé, que si j'avais voulu un loyer, il suffisait de le dire. J'ai dit, c'est juste, j'aurais dû le dire. Et toi aussi, tu aurais dû proposer. Elle n'a pas répondu à ça. Je l'ai regardée un moment. Ma fille, 40 ans, les yeux rouges, les mains posées sur ses genoux. Je l'avais portée seule pendant presque 1 an, accouchée un mardi d'avril, dans une maternité qui n'existait plus. Je l'avais regardée apprendre à marcher dans le couloir de notre premier appartement. J'avais payé ses études, ses voyages Erasmus, sa première voiture d'occasion. J'ai dit, pour l'enfant, je serai là. C'est mon petit enfant. Mais l'appartement, c'est autre chose. Elle a reniflé. Elle a dit, Isabelle propose de nous prêter de l'argent pour qu'on puisse s'acheter quelque chose. J'ai hoché la tête. C'est bien. Il y a eu un long silence. Puis elle a demandé à voix basse, tu ne m'aimes plus? J'ai dit, je t'aime. C'est pour ça que je ne veux plus accepter d'être la dernière. Elle est repartie sans qu'on se dispute, sans claquement de porte, sans scène. Juste 2 femmes qui s'étaient dit les choses clairement, peut-être pour la première fois. Janvier a passé, puis février. La lettre de Maître Fontaine avait fixé un délai de 6 mois à compter de sa réception. Ma fille et Thomas avaient répondu par l'intermédiaire d'un avocat une tentative de contester l'absence de bail, de faire valoir une occupation de bonne foi. Maître Fontaine avait répondu avec précision. Sans acte notarié, sans bail enregistré, sans versement régulier traçable, leur position n'avait aucun fondement solide. Ils avaient retiré leur contestation 2 semaines plus tard. En mars, Monique m'a invité à passer quelques jours chez elle en Normandie, dans sa maison près d'Étretat. J'y suis allée pour la première fois depuis des années. On a marché sur les falaises,
Manger des moules au beurre persillées dans un restaurant de pêcheurs, regarder la mer le soir depuis la terrasse avec du cidre dans des verres à moutarde. Je n'avais pas senti cet air depuis longtemps. L'air de quelqu'un qui n'attend rien et ne regrette rien. Au retour, j'ai pris une décision que j'avais repoussée depuis des semaines. J'ai contacté une petite école de couture du quartier, une association qui proposait des ateliers à des femmes cherchant une activité après un deuil ou une retraite. J'ai proposé de donner des cours d'alphabétisation bénévole le mercredi après-midi, quelque chose que je savais faire depuis 40 ans. La directrice m'a appelé le lendemain. J'ai commencé le mercredi suivant. Il y avait 7 femmes dans la pièce ce premier jour. Des âges différents, des origines différentes. Un accent du Sénégal, un autre du Maroc, une dame bretonne qui voulait apprendre à écrire correctement pour envoyer des lettres à ses petits-enfants à Paris. Je me suis souvenu pourquoi j'avais choisi ce métier. En avril, ma fille et Thomas ont signé un bail dans un appartement du quartier Saint-Séver, un 4 pièces à 950 € par mois. Ils avaient utilisé une partie d'un prêt familial d'Isabelle pour le dépôt de garantie et les premiers mois. Ils m'avaient envoyé un message commun sobre pour dire qu'ils quittaient l'appartement le 15 avril, qu'ils le laisseraient propre et que si j'avais besoin de quoi que ce soit concernant l'état des lieux, ils étaient disponibles. J'ai répondu « Merci, je viendrai le 6. » Le 6 avril, je suis allée rue des Acacias pour la première fois depuis des années. L'appartement était propre. Les rideaux que ma fille avait accrochés étaient toujours là. Les plantes sur le balcon avaient été laissées, peu, être exprès. Dans la cuisine, une enveloppe blanche était posée sur le plan de travail. À l'intérieur, un mot écrit à la main, de l'écriture de ma fille. Maman. Je sais que c'est pas le bon moment pour les grands discours. Je voulais juste dire que j'ai beaucoup pensé à ces derniers mois. Je me suis souvenu de beaucoup de choses que j'avais arrêté de regarder. La façon dont tu revenais de l'école et préparais le dîner. Les étés où on ne partait pas pour que je puisse payer mes études. La manière dont tu ne te plaignais jamais, et que moi j'ai cru que ça voulait dire que tout allait bien. Je t'ai mise en dernier depuis trop longtemps. Je ne sais pas si ça se répare. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Bonne fête des mères en avance. Claire. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée, rangée dans ma poche de manteau, et j'ai fait le tour de l'appartement lentement. Les pièces étaient vides et lumineuses. Le parquet que Pierre et moi avions posé nous-mêmes craquait toujours au même endroit, près de la fenêtre du salon. J'ai posé la main sur le mur, comme on pose la main sur quelque chose qu'on a failli perdre. 2 semaines plus tard, j'ai mis l'appartement en location officielle. Un bail meublé, loyer au prix du marché. Les candidatures sont arrivées rapidement. J'ai choisi un jeune couple d'enseignants, calmes, sérieux, qui venaient d'arriver à Rouen pour leur poste. Je leur ai remis les clés un mardi matin devant le portail. La femme avait des fleurs dans les bras, l'homme portait le premier carton. J'ai regardé le portail se refermer derrière eux, puis j'ai marché jusqu'à la Seine, comme ce jour de novembre où tout avait commencé. L'eau était différente au printemps, plus claire, plus rapide. Des gens joguaient sur le quai. Un enfant lançait du pain au canard, avec une précision appliquée et inutile. Je me suis arrêtée au même endroit qu'avant, les mains sur le parapet. L'air qui sentait le fleuve et l'herbe humide. Quelques jours plus tard, j'avais rendez-vous avec mon conseiller financier pour intégrer les revenus locatifs dans mon plan de retraite. Je suis arrivée en avance, me suis assise dans la salle d'attente, et j'ai regardé par la grande vitre le mouvement de la rue. Les gens pressés, les commerces ouverts, les pigeons sur les rebords. Cette ville que j'habitais depuis 40 ans et que je n'avais jamais vraiment regardée parce que j'étais toujours en train d'aller quelque part pour quelqu'un. Là, j'allais quelque part pour moi. Ce soir-là, en rentrant, j'ai reçu un message de ma fille. Elle avait passé sa première échographie. Elle joignait une photo floue où l'on distinguait à peine une forme. Elle avait écrit « Il ou elle ressemble à une petite crevette, mais ça bouge ». J'ai souri. J'ai répondu « Une belle petite crevette ». Elle a ajouté « Tu viendrais à la prochaine échographie avec moi ?» J'ai attendu quelques secondes avant de répondre, pas par calcul, juste pour sentir la chose correctement avant de l'accepter. J'ai répondu « Oui ». Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une réconciliation comme dans les films, avec des larmes et des bras ouverts et tout ce qu'on efface d'un coup parce que c'est plus simple. C'était quelque chose de plus petit et de plus durable, une porte entr'ouverte. Pas grande ouverte. Entr'ouverte. Ce mercredi, quand je suis arrivée dans la salle de l'association avec mes fiches préparées et mes stylos dans une pochette, la dame bretonne était déjà installée. Elle avait mis une robe fleurie et avait les mains posées bien à plat sur la table, comme quelqu'un qui attend depuis longtemps et qui est enfin prêt.
Elle m'a regardé entrer et elle a dit « Bonjour, madame ». J'ai dit « Bonjour, on commence ». Le soir, de retour chez moi, j'ai ouvert mon cahier bleu, celui où je note les choses importantes depuis des années, les dates, les décisions, les phrases qui résistent. J'ai écrit sur la page du jour une seule ligne. On ne reprend pas le temps perdu, mais on peut décider à quel moment commencer à compter. J'ai fermé le cahier, j'ai éteint la lampe, dehors la rue était calme. Le printemps avançait. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis endormie sans rien peser. Si cette histoire vous a touché, répondez dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran, elle vous réserve une surprise que vous n'attendrez pas.